Alors sans plus tarder, démarrons par ce premier chapitre d'introduction à .NET. On va voir l'historique de .NET, on verra qu'il est possible de réaliser différents types de projets dans cet écosystème, et que pour ça on peut s'appuyer sur plusieurs langages de développement. On parlera de l'environnement de développement Visual Studio, et pour en faire une démonstration, on réalisera notre première application console. Alors .NET, ça a vu le jour au début des années 2000, dans l'objectif d'unifier le développement des applications sous Windows. L'idée, c'était de réaliser un cadre commun de développement qui s'appuie sur trois éléments. Un environnement d'exécution, qu'on appelle Runtime ou CLR, Common Language Runtime, qui est un peu l'équivalent de la JVM avec Java. Des langages de développement qu'on peut utiliser pour développer nos applications, et des compilateurs qui prennent en charge ces langages de développement. La toute première implémentation de .NET, c'est bien évidemment .NET Framework en 2002, poussé par Microsoft, qui est une version propriétaire qui s'exécute exclusivement sous Windows. Il faudra attendre 2 ans plus tard, en 2004, avec la sortie du projet open source Mono, qui rend disponible .NET sous Linux et macOS. Malheureusement, en 2011, la société Novell, qui porte le projet Mono, licencie les ingénieurs qui travaillent sur le projet. C'est alors Miguel de Icaza, le créateur initial de Mono, qui décide de créer sa propre startup nommée Xamarin, et qui va récupérer des ingénieurs de Mono, et qui a pour objectif de réaliser des applications Android et iOS avec .NET. Il faudra attendre 2016 pour que Microsoft sorte sa propre implémentation open source et multiplateforme de .NET, nommée .NET Core, et rachète la société Xamarin pour 400 millions de dollars. Alors, .NET, il définit un cadre d'exécution et des langages communs, mais il ne définit pas des standards sur l'implémentation des bibliothèques de classe au sein de ces trois frameworks. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'à cette époque, si je souhaite créer une application web, je vais créer une application ASP.NET sous .NET Framework et une application ASP.NET Core sous .NET Core. Si cette application, je veux la faire consommer une base de données, elle va utiliser Entity Framework sous .NET Framework et Entity Framework Core sous .NET Core. De la même manière que si je souhaite créer une application de bureau, je vais pouvoir utiliser Windows Form ou WPF sous .NET Framework, rien sous .NET Core, et il existe un portage sous Mono de Forms. Et enfin, si je souhaite créer une application mobile, et bien là, je n'ai rien sur .NET Framework, rien sur .NET Core, et je vais devoir utiliser la solution Xamarin Forms, qui fait partie donc de l'environnement Xamarin. Pour pallier à ça, Microsoft décide de sortir un standard qui permettrait de créer des bibliothèques de classe qui s'exécutent de la même manière sur ces trois environnements de développement, sur ces trois implémentations de .NET. Il s'agit de .NET Standard. Et d'ailleurs, la bibliothèque graphique UWP, Universal Windows Platform, qui permet le développement multiplateforme sous Windows, donc Windows 10, Windows 10 mobile, Xbox, le casque de réalité virtuelle HoloLens, eh bien, cette bibliothèque UWP, elle s'appuie sur .NET Standard. Alors, tout ça c'est bien, mais c'est long, ça prend pas. Les développeurs sont un peu confus entre .NET Standard, .NET Framework, .NET Core. Ils savent plus trop où ils en sont. Et donc Microsoft, pour accélérer les choses, décide de lancer .NET 5. Et du coup, ça rend disponible .NET directement sous Windows, Linux, macOS et WebAssembly. WebAssembly, si tu sais pas ce que c'est ce qui te permet d'exécuter du code dans un navigateur. Donc par exemple, créer une application avec C# dans un navigateur. Et donc pour ça, il y a Blazor qui sort et qui est spécialisé donc sur cette partie-là, donc WebAssembly. L'année suivante, en 2021, ils sortent .NET 6 et ils viennent du coup terminer l'unification de tous ces projets, de toutes ces implémentations, en prenant en charge Android et iOS. Et du coup, Xamarin Forms laisse la place à .NET MAUI, Multiplatform App User Interface. Si on récapitule un peu notre plateforme .NET, on a donc notre base commune avec les bibliothèques et les API. On retrouve effectivement nos composants du runtime, nos compilateurs et nos langages. Et donc, il est possible, avec une seule et même version de .NET, de réaliser des applications de bureau avec .NET MAUI ou Blazor, de réaliser des applications web avec Blazor ou ASP.NET, de réaliser des développements autour du cloud avec le cloud Azure de Microsoft,
de réaliser des applications mobiles avec .NET MAUI, Xamarin et même Blazor qui est pris en charge par .NET MAUI. On va pouvoir réaliser des jeux vidéo également avec C# et donc sous Unity ou Unreal Engine. On va pouvoir réaliser aussi des développements autour de l'Internet des objets. Il existe d'ailleurs une implémentation de Windows 10 IoT spécialisée là-dedans. Et enfin, on va pouvoir faire du machine learning, de l'intelligence artificielle avec machinelearning.net et .NET for Apache Spark. Si on veut être totalement complet là-dessus, on doit ajouter Nugget, qui est un gestionnaire de paquets, qui va nous permettre d'étendre les fonctionnalités de nos applications, et GitHub, qui a rejoint donc l'écosystème Microsoft, qui a été racheté par Microsoft il y a quelques années. Voilà donc la vue d'ensemble de .NET. Alors, comme je vous l'ai dit, on peut utiliser différents langages pour faire tout ça. Le premier d'entre eux, c'est C#. Il est issu du C, donc il est plutôt accessible pour ceux qui connaissent C, C++ ou encore Java, et il va vous permettre de réaliser tous les types de projets sous l'écosystème .NET. Le deuxième langage, c'est VB.NET, donc là, qui est issu de Visual Basic et qui est peut-être plus destiné à des personnes plus anciennes qui travaillaient avec Visual Basic ou qui ont peut-être découvert le développement avec des macros Excel en VBA. Et enfin, on pourrait utiliser F#, qui là, lui, est plus orienté pour de la manipulation de données. Quoi qu'il en soit, ces trois bouts de code produisent exactement le même résultat et ils font exactement la même chose. On a un tableau de prénoms, et ce tableau de prénoms, on va l'afficher dans une console avec préfixé par Hello. Le résultat sera celui-ci. Hello Anna, Hello Felipe et Hello Emilia. Alors, pour pouvoir faire tout ça, vous vous dites, prendre en charge différents langages, ça doit être un peu compliqué. En fait, pour ça, .NET, il est fait de cette manière-là. Vous avez vos fichiers sources, donc en .cs pour du C#, en .vb pour du VB, et en .fs pour du F#, par exemple. Et donc, ces fichiers ils vont être pris en charge par chacun des compilateurs de langage. Donc, par exemple, ça va être csc.exe pour le C#, vbc.exe pour VB, etc. Ces compilateurs, ils vont transformer le code C#, par exemple, en un seul et même code qu'on appelle du code MSIL, Microsoft Intermediate Language. Ça va donc nous créer des fichiers d'assembly au format exe ou DLL. Et ces fichiers, au moment de l'exécution, vont être embarqués dans le CLR, donc le runtime, donc l'environnement d'exécution, et qui lui va faire de la compilation JIT, Just in Time, donc de la compilation juste à temps. Et donc, il va transformer ce code MSIL intermédiaire en code machine, en code binaire. Voilà donc quel est le fonctionnement de .NET. Pour développer sur .NET, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. On peut utiliser Visual Studio Code, on peut utiliser Rider de la société JetBrains, mais on peut utiliser aussi Visual Studio, qui est l'IDE édité par Microsoft. On en est à la version Visual Studio 2022, et il existe 3 déclinaisons de Visual Studio: la version Community, la version professionnelle et la version entreprise. La version Community, c'est une version gratuite, qui est destinée plus à des étudiants, à des particuliers, ou dans le cadre de projets open source, ou pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million d'euros par an et qui ont moins de 250 PC. Pour les entreprises qui ne respectent pas ces conditions, on peut passer sur la version professionnelle, qui est à peu près ISO en fonctionnalité, mais qui par contre est payante et est adaptée pour les entreprises. Et enfin, pour les plus grosses entreprises ou celles qui ont besoin d'un peu plus de fonctionnalités, là on peut passer sur la version entreprise qui notamment ajoute des fonctionnalités de débugage avancé. Donc là, c'est la version entreprise qui comporte toutes sortes d'outils adaptés à ça. Si tu n'as pas encore téléchargé Visual Studio, je t'invite à te rendre sur visualstudio.microsoft.com. Sur cette page, tu vas retrouver les 3 produits de la famille Visual Studio. Visual Studio, lorsque tu es sous Windows, c'est celui qu'on va télécharger. Visual Studio pour Mac, si jamais tu es sur Mac, c'est celui-ci que tu devras télécharger. Et Visual Studio Code, qui est une version open source et allégée de Visual Studio. Nous, ici, nous allons donc télécharger Visual Studio Community 2022. Le fichier se télécharge. Pour ma part, je l'ai déjà exécuté. Lorsque tu vas l'exécuter, il va t'ouvrir cette page-là.
Sur cette page, tu vas devoir sélectionner les composants que tu souhaites installer sur ton Visual Studio. Ici, pour les besoins de ce cours, tu vas avoir besoin du développement web et ASP.NET, ainsi que développement.NET Desktop. C'est ce qui va nous permettre de notamment faire une application console dans la suite de ce cours. Tu cliqueras en bas sur Installer lorsque tu auras coché les éléments. Et une fois que ce sera fait, lorsque Visual Studio va s'ouvrir, tu vas te retrouver face à cette page. Sur cette page de démarrage, à gauche, lorsque tu auras des projets, tu verras s'afficher la liste des projets récents sur lesquels tu as travaillé. À droite, tu as la possibilité de démarrer d'un nouveau projet de différentes manières. La première, il te propose de cloner un dépôt, donc depuis GitHub, Azure DevOps ou tout autre dépôt Git. Il te propose d'ouvrir un projet ou une solution qui serait déjà présente sur ton disque dur, d'ouvrir un dossier local. Donc là, c'est si tu souhaites simplement ouvrir un dossier qui ne serait pas par exemple du .NET, pour du développement front par exemple, ou enfin si tu souhaites créer un projet directement en partant d'un modèle d'application. Nous ici, on va cliquer sur cette dernière option de création d'un projet, et tu vas retrouver dans cette liste tous les types de projets que tu peux utiliser. En haut, tu vas retrouver des filtres. Tu vas pouvoir filtrer par langage, par exemple. Moi, en ce qui me concerne, je vais faire du développement C#. Ici, on va pouvoir filtrer par type de projet. Et moi, je vais lui demander une application console. Sur la partie gauche, ici, s'affichent les derniers modèles de projet que tu as utilisés. Mais pour te montrer, moi, je fais la démarche de bout en bout. Dans les résultats de mes filtres ici, j'ai deux types de projets qui m'intéressent en particulier. Le premier, c'est une application console normale. Le deuxième, application console .NET Framework. Si tu as bien suivi la première partie de ce cours, .NET Framework n'est utilisable que sous Windows. Alors qu'en fait, ici, cette application, c'est une application console de type .NET Core, et donc qui est disponible sous Linux, macOS et Windows. Je vais donc sélectionner celle-ci, je vais faire suivant, et là, il va me demander de choisir un nom pour mon projet. Donc ici, je vais l'appeler console projet. Il va me demander de choisir l'emplacement où je souhaite stocker ce projet, en sachant qu'il va créer un dossier spécialement pour ce projet. Et ensuite, il me demande le nom de la solution. Par défaut, il met le même nom que le projet. Une solution, en .NET, c'est simplement un conteneur de projet. Admettons que tu travailles sur une application mobile en .NET, et que cette application mobile, elle ait besoin d'une bibliothèque de classe, d'une API, etc., etc., eh bien, tu pourrais avoir tous ces projets dans une seule et même solution pour les regrouper à un endroit. Pour que ce soit plus clair, ici, je vais la renommer console solution, mais la plupart du temps, je laisse exactement le même nom que le projet. Je fais suivant, et ici, il me demande de choisir quelle version de .NET je souhaite utiliser. Je vais lui dire, donc par défaut, il me propose la dernière version avec un support étendu, donc .NET 6. Et sur mon PC, j'ai aussi .NET Core 3.1 qui est installé, qui est aussi une version avec une prise en charge à long terme. Je vais laisser .NET 6, et en dessous, il me propose une case à cocher, n'utilisez pas d'instruction de niveau supérieur. En fait, en .NET 6, il y a une amélioration qui a été ajoutée qui permet de masquer un certain nombre d'éléments. Par exemple, dans toute application, il y a une classe de démarrage qui s'appelle programme, et donc qui est dans le fichier programme.cs, et cette classe contient une méthode qui s'appelle main. Eh bien, si tu ne coches pas cette case, eh bien, ces éléments-là n'apparaîtront pas dans ton fichier, tu auras tes instructions C# directement à la racine du fichier. Pour que ce soit plus clair, moi je vais cocher cette case, ça va te permettre de voir à quoi ressemblent réellement ces fichiers. Je clique sur Créer, et au bout de quelques secondes, Visual Studio va s'ouvrir et va m'afficher mon projet. Ici, donc, tu retrouves la solution à droite. Donc solution, console solution. À l'intérieur de cette solution, il y a donc le projet qu'on vient de créer. Et à l'intérieur de ce projet, on a donc un seul fichier, programme.cs, qui est le projet qui est la classe de démarrage. Donc classe qui s'appelle programme, avec la fonction main dont je te parlais, qui est une fonction statique. Ici, donc, dans cette partie, c'est là où tu vas taper ton code. À droite, c'est ton explorateur de solutions, là où tu vas retrouver tous les composants de ta solution.
Par défaut, on voit qu'ici, il y a déjà une ligne qui s'appelle console.writeLine hello world. Comme son nom l'indique, on va écrire une ligne dans la console qui va contenir donc hello world. Pour lancer cette application, tout de suite, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton ici de débugage. Ce qui veut dire qu'il va lancer l'application en mode debug. Je clique. J'aurais pu également appuyer sur la touche F5 pour faire ça. On voit qu'ici, Visual Studio se lance en mode debug, et donc il m'a bien lancé ici une invite de commande avec écrit Hello World, comme prévu et comme demandé ici. Dans la suite, il m'indique que le fichier qui a été lancé, c'est le fichier consoleprojet.exe. Et donc, si tu te rappelles ce que je t'ai montré dans le cours précédemment, eh bien, je t'ai dit que lorsqu'on écrivait notre code, en C#, en VB ou en F# par exemple, eh bien, il générait derrière, chaque compilateur générait du code MSIL, Microsoft Intermediate Language, sous forme d'assembly, en .exe ou en .dll. Ici, on est typiquement dans ce cas-là. On a effectivement un .exe pour le projet. Ensuite, il m'indique que si je souhaite quitter cette fenêtre, eh bien, je peux appuyer sur une touche. Et donc voilà. On va essayer d'aller un peu plus loin. On va demander à l'utilisateur de saisir son prénom pour pouvoir lui dire bonjour. Donc ici, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle un snippet. En fait, c'est un raccourci qui existe dans Visual Studio, que tu peux créer toi-même, tu peux créer tes propres snippets, et qui va en fait te permettre assez facilement d'ajouter un extrait de code. Ici, par exemple, si je tape CW, eh bien, on voit que Visual Studio me dit que c'est l'extrait de code pour console.writeLine, et il me dit, remarque, appuyez 2 fois sur Tab pour insérer l'extrait de code. Donc si j'appuie 2 fois sur Tab, ici, il m'a bien inséré console.writeLine. Donc là, je vais dire, veuillez saisir votre prénom. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je demande à l'utilisateur il va falloir que je récupère la saisie de l'utilisateur. Donc pour ça, je vais déclarer une variable de type string, donc chaîne de caractères, que je vais appeler prénom. Et ici, je vais lui dire que je veux faire un console. Console quoi? Quand tu as un doute, en fait, ici, tu peux aller consulter directement la liste des fonctions disponibles. Donc moi, ce que je cherche, c'est une méthode. Donc j'affiche uniquement les méthodes. Je vois que je peux faire un bip. Là, il me dit que ça va jouer un bip système. Je peux vider la console. Je peux récupérer la position du curseur, etc. Moi, ce que je veux faire ici, c'est lire la saisie utilisateur. Donc potentiellement un read. Alors là, je vois qu'il y a un read tout court qui me dit qu'il va juste lire un caractère. Là, il me dit qu'il va lire du coup la touche qui est pressée. Et là, il va lire du coup la ligne de caractères que je lui demande. Donc je vais utiliser cette fonction-là, tout simplement. Voilà. Et donc ça va me permettre de récupérer la saisie de l'utilisateur. Ensuite, je veux pouvoir dire à l'utilisateur bonjour, suivi de son prénom. Pour concaténer des chaînes de caractères, je pourrais très simplement ici dire j'enlève Word et je le fais de manière sale avec des plus. Et donc ici, je vais simplement mettre prénom. Ça, c'est la première manière de faire pour concaténer des chaînes de caractères, et ça marche. Mais c'est pas la manière la plus optimisée. Je pourrais également, ici, mettre virgule, virgule, et à la place, utiliser ici string.concat, qui est une fonction de la classe string, en lui passant du coup les chaînes de caractères que je veux concaténer. Ça marche aussi. C'est une manière de faire. Autre manière de concaténer, je peux faire un string.format en lui disant ici directement que je veux formater un paramètre ici. Et donc, je peux enlever cette partie-là. Et donc, automatiquement, ici, il va remplacer mon paramètre 0 par le prénom que je lui passe juste après. Et encore une fois, je peux simplifier encore ça en lui disant directement, copier, en lui disant directement que là, je lui passe le prénom.
Voilà toutes les manières qu'il y a de concaténer une chaîne de caractères. Moi, c'est celle-ci que je préfère. Si je lance mon application, veuillez saisir votre prénom. Je mets Christophe. Et là, il me dit bien « Hello, Christophe ». Comme je suis en debug, j'aurais eu la possibilité de mettre un point d'arrêt ici. Pour ça, vous voyez, dans la partie à gauche, je peux positionner un point d'arrêt quelque part. Si je clique ici, par exemple, eh bien, je vais demander à l'application d'exécuter le code jusqu'ici, et une fois arrivée ici, elle va se mettre en pause, et elle va attendre que moi, je lui dise quoi faire. Donc je lance l'application, elle s'est bien lancée ici, veuillez saisir votre prénom. Vous constatez que je ne peux rien faire, je peux essayer de taper sur le clavier, il ne se passe rien. L'application ici, la ligne est en surbrillance, et donc je sais que je suis arrêté dans le point d'arrêt, ce qui m'indique aussi également à gauche. Donc je vais laisser l'utilisateur saisir quelque chose, donc pour faire un pas à pas, je vais faire F10. Il va passer à la ligne suivante, et ici il va demander à l'utilisateur de saisir quelque chose. Alors j'avais tapé n'importe quoi, donc là il me les affiche. Je vais effacer, et je vais mettre Christophe. Entrée. Du coup il rend la main au débugage, puisque l'action a été réalisée et que j'étais en pas à pas. Et donc j'arrive sur cette ligne-là. Je peux voir que ma variable ici, prénom, contient bien Christophe, et donc qu'elle sera affichée ici. Si je souhaite, je peux aller modifier directement cette valeur, et à la place écrire par exemple Antoine. Et de la même manière, donc, quand je vais finir mon débugage, c'est-à-dire je vais appuyer sur F5 pour qu'il poursuive l'exécution du reste du code, eh bien, je vais me rendre compte qu'ici, il a bien marqué Hello Antoine alors que j'avais saisi Christophe. Parce que j'ai pu modifier la valeur de ma variable en cours d'utilisation. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être très utiles pour faire du débugage d'application et pour pouvoir aller voir les valeurs qui se trouvent dans les variables à un instant T et voir comment elles sont modifiées. Sur les points d'arrêt, on peut mettre aussi une condition en faisant clic droit, condition, et ainsi je peux indiquer quelle est la condition qui doit être remplie pour que ça active le point d'arrêt. Ce qui évite par exemple, quand on est dans une boucle, d'avoir un point d'arrêt, un arrêt à chaque tour de boucle. Voilà pour cette présentation rapide de Visual Studio. Et donc ce que je te propose, c'est qu'on continue le cours pour voir le C# et on reviendra dans Visual Studio.